Hello les légendes, bienvenue pour ce nouvel épisode avec Olivier Lautor, un des rares DE3 de France. Vous avez bien entendu, Olivier est le créateur d'une pédagogie à part entière qui s'appelle Tennis Couleur et qui a personnellement changé mon approche de l'entraînement depuis que je le connais. Ça vaut plus que le détour. Notre invité a écrit une dizaine de livres et a accueilli dans ses formations de beaux noms du tennis comme Gilles Simon et Gilles Servara, le coach de Medvedev. Assez de suspense, place à l'épisode avec Olivier Lautor. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, hello à tous, je suis avec Olivier Lautor. Olivier, on s'est rencontrés au Cap d'Agde lors de la National Tennis Cup. On m'avait Ouais, parlé, on m'avait parlé 20 fois de toi depuis que j'ai commencé ce projet de podcast. Donc, je suis ravi que l'on fasse connaissance et que je te présente à notre communauté. Il me semble que tu es BE3. Déjà, pour commencer, tu peux nous c'est dire ça. combien il y en a en France des BE3? Parce que c'est assez rare, je crois, hein. Écoute, on n'est pas nombreux, il y en a beaucoup qui sont morts. Je sais pas, en activité, je sais pas. Je sais qu'il y a une femme qui est dans le 94 en région parisienne, Ouais. mais qui est prof de sport, je crois, dans un bahut et qui bosse un peu pour le comité. Mais à ma connaissance, non, je connais pas, je sais pas. Il y en a pas des masses. Bon, bah voilà, c'est ce qui confirme que tu es une pépite aujourd'hui au micro et tu es le créateur du concept de compétition et d'apprentissage qui s'appelle Tennis Couleur C'est ça. à destination des enfants comme des adultes de 34 à -30. Tu enseignes d'ailleurs ta pédagogie à travers des formations de 2 jours dans les clubs, les ligues, les comités et des centres de formation. Tu en donnes une cinquantaine par an en France, Belgique et au Luxembourg. Et tu as d'ailleurs eu Gilles Simon récemment, ex-top 10 mondial, accessoirement. Tu l'as eu en formation. Tu as eu Jérôme Ménel, ex-top 100. Et Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev, ex-numéro 1 mondial. Il me semble que vous avez d'ailleurs passé 2 jours ensemble chez lui, puis tous les trois avec Daniil, lorsqu'il était numéro 5 mondial à l'époque. C'est bien ça? Oui, en fait, je suis allé faire la formation dans le sud de la France. À l'époque, il était sur Cannes, je crois. Euh, et puis, Medvedev était là, mais lui n'a pas assisté à la formation. Il était là, il a déjeuné avec nous et voilà, il était là. Et comment Il ça était s'est présent. passé avec Gilles? C'est lui qui t'a démarché, qui t'a dit voilà, ça En fait, c'est m'intéresse? lui qui m'a contacté par le biais d'un garçon qui s'appelle Yann Lemeur, qui est un garçon que j'ai connu en vacances il y a 25 ou 30 ans. À l'époque, je cherchais des cobayes pour tester le tennis couleur sur des joueurs de seconde série. Ok. Et lui, Yann, devait être à l'époque à 3-6 ou un truc comme ça. Et puis après, on s'est perdu de vue. Et c'est lui qui m'a retrouvé. En fait, Yann a eu un superbe parcours. Il a fait un parcours à l'INSEP. Il travaille dans la performance du sport. Et je sais qu'il a intégré la team de Daniil Medvedev. Lui, il travaille vraiment sur l'aspect performance dans le domaine de la préparation physique. Enfin, je crois que c'est à peu près ça. Et voilà, ils ont parlé de moi. La commande de Gilles Servara, c'était de travailler sur l'œil. Et comme et ce Yann Lemeur lui avait dit, bah, écoute, je connais quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'œil. Il lui a donné mes coordonnées, et puis on s'est téléphoné et puis après, bah, il voulait absolument faire une formation rapidement parce qu'il partait pour l'Australie. Ouais. J'avais plus beaucoup de dates et puis finalement, j'ai bidouillé un petit truc pour faire un aller-retour rapide sur Cannes et on s'est rencontrés là-bas. Ça a été d'abord une belle rencontre humaine. C'était surtout ça et j'ai découvert une belle personne avec Gilles Servara. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Déjà, le fait qu'il m'appelle alors qu'il a un joueur qui est numéro 5 mondial. Et pour la petite anecdote, au moment où je prenais l'avion à Orly, je recevais une notification sur mon téléphone et il avait été élu dans la nuit meilleur coach de l'année par ses pairs. Il avait été élu meilleur coach de l'ATP. Euh, donc, ben, je l'ai félicité en arrivant à Nice ou à Cannes, je sais plus où j'avais, ouais, à Nice. Donc voilà, donc mais c'était une belle aventure parce que depuis avec Gilles, on reste en contact régulier, on s'envoie des petits messages. Et d'ailleurs, il aimerait bien resuivre une formation avec d'autres profs. Bon, après, c'est pas facile, il est sur le circuit, mais ça montre le niveau d'ouverture de la personne, surtout.
Et est-ce que tu as analysé un peu le jeu de d'Anil, à savoir est-ce qu'il a progressé sur ce fameux détail sur l'œil et qu'est-ce que tu as Non, je essayé peux, de non, transmettre? ouais, non, je peux pas. Et puis je sais pas ce qu'il a réutilisé. Alors, sans doute des choses. Puis, mais on s'est bien entendu. Il m'a reformulé des demandes depuis. Mais c'est quelqu'un de très intéressé. Il a envie, en fait, de comprendre un peu tous les angles de la performance. Hmm. Donc, toute personne qui lui semble compétente dans ce domaine-là, bah, ça l'intéresse. Donc, Ouais, c'est un chef d'orchestre, hein. euh, Il s'entoure vraiment d'experts oui, c'est à ça. tous C'est les un niveaux chef de d'orchestre, performance. mais qui se la joue pas en se disant c'est bon, mon joueur est fort, je sais tout. Pas du tout. Il veut bah, tout ce qu'il pense pouvoir être bon pour leur tandem, bah, il le prend et puis voilà, donc tout l'intéresse. En fait, il est à l'affût de tout ce qui peut bah, améliorer leur duo et puis la performance de Daniel sur le terrain. Et Daniel, tu l'as trouvé comment dans les échanges lors du déjeuner? Est-ce qu'il était curieux particulièrement ou pas forcément? Comment il était? Il était bah, très sympa. Après, il était bah, pour la petite anecdote, j'ai demandé à savoir si on pouvait faire des photos avec lui et Daniel. Et il n'y a pas eu de problème. C'est des gens, faut quand même demander. Puis c'est un monde particulier qu'on côtoie pas tous les jours, mais il y a le droit à l'image, qui était la même chose pour Gilles Simon quand on a fait une photo à la fin de la formation. Mais il m'a dit il n'y avait aucun problème, aucun souci. Et alors Mais bon, justement, c'est c'était ma question d'après. Gilles Simon, qu'est-ce qu'il a? On sait que c'est un stratège, on l'appelle prof sur le circuit. Le mec, t'as l'impression qu'il connaît un peu tout sur tout, mais comme Gilles Servara, évidemment, après des années de circuit, c'est impossible de tout connaître. Qu'est-ce qu'il est venu chercher dans ta pédagogie tennis couleur? On va en parler après plus en détail, hein, mais déjà en mais préambule, c'est sympa, je trouve, alors lui, c'était un de cadre parler avec ces différent. mecs-là. Lui, il fait partie il s'est inscrit sur une formation pour devenir DE. Sauf que la fédération met en place, je ne sais pas si c'est tous les ans ou tous les 2 ans, une formation pour les anciens, enfin pour les joueurs de haut niveau qui sont, bon, il doit y avoir des critères, être inscrits sur des listes d'équipe de France à un moment donné. Enfin bref, c'est des joueurs de haut niveau. Et la fédération met en place un dispositif un peu en marge parce que pour leur permettre de continuer à jouer quand même à côté. Donc, mais là, j'ai trouvé que c'était assez conséquent. Je crois que c'était sur 7 ou 8 mois, une semaine bloquée entière par mois jusqu'en avril. Ok. Donc, au moment où je te parle, bah, il est peut-être en plein examen de fin de cycle. La personne qui pilote ça, c'est Benjamin Strapp, qui est un formateur sur l'Île-de-France et avec qui je travaille souvent et qui a cru bon de me faire intervenir sur ce groupe-là. Ils étaient 7 ou 8. Et donc, dans le cadre de leur formation, sur leur semaine bloquée, je suis venu faire ce module de base que je présente sur 2 jours. Et c'était la semaine juste avant Bercy. C'est-à-dire que je crois que Gilles jouait Bercy la semaine d'après ou 15 jours après. Enfin bon, donc il était pas dans les meilleures dispositions parce que bah déjà, c'est une semaine lui, il prenait ça très à cœur. Donc il arrivait à l'heure le matin, il finissait sa journée. Euh, et puis c'est quelqu'un de très, très, très ouvert, pareil, très curieux. Donc on a passé le premier soir, hein, on a débordé un peu, on a discuté assez longtemps ensemble. On a débordé un peu, il est Euh, reparti à 2 heures du mat. ouais, non, non, parce qu'il avait ses enfants à récupérer. Ah oui. Il est joueur de tennis, mais il est papa aussi. Et donc, non, non, ce groupe-là, c'était intéressant. Moi, ma petite crainte, c'était de me dire que j'allais leur parler des gens qui passent à côté de la balle et qui savent pas jouer, alors que c'est pas leur univers, qu'ils l'ont jamais sans doute connu, même pour leur propre pratique. Donc, je me suis dit que ça n'allait pas du tout les intéresser. Et en fait, c'était tout l'inverse. Ils ont posé plein de questions. C'était un groupe très curieux, très intéressé alors moi, je n'étais pas en grande forme, j'étais un peu malade le premier jour, mais c'était un groupe très curieux, très intéressé par l'apprentissage en fait. Ok. Euh,
donc voilà. Alors, ben, on parle tout le temps de Gilles parce que c'est sur le groupe, c'est le plus connu du groupe. Et puis c'est vrai il aime parler, il aime poser des questions, euh, mais c'est quelqu'un de très intéressant. Il a beaucoup d'avis sur les choses, mais euh, j'ai pas trouvé que c'était quelqu'un qui était, en tout cas, il était pas bloqué, il n'était pas obtus, il était, en même temps qu'il posait des questions, il était très à l'écoute aussi. Donc, euh, Super. Alors, donc voilà. juste pour redonner un peu de contexte à qui tu es et d'où tu viens. Donc, tu as été 10 ans, pardon, à 2-6. Tu côtoies ce milieu de l'enseignement depuis un paquet d'années. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu enseignes et comment t'es venu la pédagogie tennis couleur, comment ça a cheminé? Bah, moi, mon parcours, c'est quand j'étais gamin, je jouais au tennis. J'aimais le tennis, mais à l'époque, le tennis, c'était surtout l'été, quoi. Enfin, on faisait des tournois l'été, puis après, dans l'année, on jouait peu ou pas du tout. Ouais. Euh, mais j'ai toujours voulu faire prof de tennis. Et puis ensuite, ben, j'étais en formation en 81. Je suis rentré en formation en 1980 au Crêpes de Montry. Donc j'ai passé, à l'époque, ça s'appelait BE, BE1, BE2. J'ai passé mon BE1 en juin 82. Et puis là, ben, j'étais parisien, donc j'enseignais j'avais des heures un peu partout, dans plein de structures. Je faisais de l'école de tennis dans mon club, c'était le Tennis Club de Paris. Euh, et puis, 2 ans plus tard, j'ai eu l'opportunité d'entraîner ce club-là pendant un an. Et c'était assez sympa parce que tous les matins, j'avais 2 heures les filles, 2 heures les garçons, et c'était des niveaux entre -2, -4 et première série. Donc j'avais une dizaine de filles tous les matins qui venaient s'entraîner. Et puis pareil chez les hommes, c'était un peu plus fort chez les hommes, ça montait. Ouais, il y avait deux, trois premières séries. Des garçons qui s'appelaient Jacques Hervé, Nicolas Sido, enfin bon. Et puis le soir, j'avais l'entraînement des jeunes. Les jeunes, alors dedans, il y avait Bertrand Lemercier, Daniel Courcol, qui est maintenant à la fédération. C'était les groupes de jeunes que j'avais le soir. Jérôme Sabozel, un joueur qui est monté à -30. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un an. Et puis en 84, fin 84, j'ai passé mon BE2. Donc, bon, l'entraînement me plaisait, mais j'ai fait ça un an, 2 ans. Et après, j'ai intégré un autre club qui était à Fontenay-aux-Roses. Alors, j'étais toujours membre du club du TCP, je joue en équipe. Mais pour enseigner, j'ai pris la direction d'un club dans les Hauts-de-Seine. Et je dirais que c'est là que l'histoire a commencé. Voilà, l'histoire a commencé là parce que là, on est en 88-89. Donc, j'enseignais depuis 6-7 ans. Et en fait, j'avais fait 2 constats à l'époque. Le premier, c'est que les enfants qui venaient me voir à l'école de tennis en septembre ne savaient pas jouer, ce qui était normal, mais en juin, ils savaient toujours pas jouer. Et là, C'est c'était moins moins normal. normal. Ouais. Voilà, là, c'était beaucoup moins normal. Et en fait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'y arrivais pas. Ouais. Donc, j'avais pas de clé. J'étais à l'époque très scolaire. Pourtant, je faisais tout ce qu'on m'avait expliqué en formation et ça marchait pas. Bon, alors, faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était que des balles dures avec tout le monde. Dans les écoles de tennis, on mettait les vieilles balles dures que personne n'utilisait, donc on les mettait à l'école de tennis. Bon, mais c'était pas une excuse. J'étais pas bon sur le terrain. Voilà, c'est tout. Euh, et puis, j'étais capitaine d'une équipe d'enfants, de jeunes. C'était des poussins. À l'époque, on appelait ça des poussins. C'était des 9-10 ans. Et j'ai assisté à un match. C'était à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, entre deux poussins, deux enfants de 9 ans, 10 ans, qui jouaient donc à l'époque sur grand terrain, avec balle dure, grande raquette, grand filet, dans les Total. mêmes conditions que la finale de Roland-Garros, en fait. Allez. Ouais. Ils faisaient partie ils étaient sur les 10 meilleurs joueurs de la ligue. Mais je me disais, ces enfants-là, s'ils faisaient un autre sport, en fait, je me rendais compte qu'ailleurs, tout aurait été aménagé pour eux. Et au tennis,
c'était pas aménagé. Tout le monde jouait pareil. Il y avait un format pour tout le monde. Qu'on joue bien ou qu'on joue mal, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, il y avait un format unique pour tout le monde. Alors, les réponses qu'on me faisait à l'époque à la fédération, dans les instances, c'était le tennis, ça fait 100 ans que ça marche comme ça et que ça marche bien. Ouais, Donc, il n'y a pas de raison de changer et dans 100 ans, ce sera pareil. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas il n'y avait pas il y avait pas de répondant. Euh, bon, je me suis dit, soit je suis pas fait pour ça et puis faut peut-être que je fasse une reconversion, soit je me suis donné une dernière chance euh, et je suis allé voir ce qui se faisait ailleurs, dans d'autres disciplines, ok. T'es allé dans où? d'autres sports, d'autres disciplines. Et puis pendant un an, en fait, je me suis mis en observateur de ce qui se faisait ailleurs. T'es allé dans quelle discipline? Et J'allais puis, voir. t'aurais éventuellement pu aller à l'étranger aussi, voir ce qui se faisait. Ouais, alors bon, c'était pas, je pensais pas à l'étranger à ce moment-là. Bon, c'était, alors, faut se remettre aussi dans le contexte. Pendant 88, 89, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là, et l'étranger, c'était compliqué. Enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, mais je me disais, il y a suffisamment de choses à aller voir en France qui fonctionnent, mais dans d'autres sports. Alors, en fait, je m'étais intéressé aux 7-10 ans. Ouais, Pourquoi 7-10 ans? Parce qu'avant, c'était le mini-tennis, ça marchait bien, mais après, on passait du mini-tennis au grand terrain avec les balles dures. Donc, il y avait un gouffre. ok. Donc, les 7-10 ans, je prenais 3 à 5 rendez-vous par semaine et j'allais voir ce qui se passait ailleurs. Alors, j'allais voir tous les sports, le rugby, le basket, le hand, enfin, tous les sports, et j'allais dans les MJC. Et donc, je me rendais dans ces endroits-là avec voilà, je prenais un bloc-notes avec moi. C'est quoi un Je MJC? regardais ce que, je regardais ce que faisaient les enseignants. Un MJC, c'est quoi? Les MJC, c'est les maisons des jeunes et de la culture. Ok, C'est des endroits où ils proposent plein d'activités pour enfants et adultes. Il y d'accord. a du théâtre, il y a du dessin, il y a plein de choses. Ok. Et donc, je faisais ça 3 à 5 fois par semaine. Donc, en fait, je faisais que ça. Je voulais vraiment trouver pourquoi j'y arrivais pas. Est-ce que ça venait de moi? Est-ce que ça venait du contenu de ce que j'avais appris et qui marchait pas ou pas très bien? Enfin bon, ouais. Je pensais vraiment que ça venait de moi. Et en fait, à chaque fois, quand j'allais voir ces activités-là, que je voyais, à chaque fois que je voyais des enfants qui progressaient en 20 minutes, ce que je n'arrivais pas à faire en un an, là, je le voyais en 20 minutes. Je notais l'idée, je notais ce que je voyais, je notais le processus, ce qui me permettait au prof de partir de là pour arriver là. Par quel processus il y arrivait. Et j'ai fait ça pendant un an. Voilà, une année scolaire, on est en 89 là. Et t'enseignais toujours à Et côté quand même, ou t'as pris une année sabbatique presque? oui, j'enseignais à côté pour gagner ma vie. Ouais. Mais c'était ma seule motivation parce que comme j'étais pas bon sur le cours, j'y croyais pas. Et alors, Je qu'est-ce que m'étais t'as donné. découvert sur cette année Alors d'observation? j'ai découvert, à la fin de l'année, j'ai noté une dizaine d'idées. D'accord? J'ai noté une dizaine d'idées qui m'avaient scotché, que j'avais vues de mes propres yeux. La seule chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je vais faire de ces 10 idées-là, moi, avec ma raquette et ma balle jaune. Les 10 idées, elles venaient du hockey sur gazon, Ouais. du basket, la poterie, la prof de harpe, le prof de piano, la prof de dessin. En fait, ça venait de tout sauf du tennis. Ouais. Donc, je me suis dit, quel lien je vais faire entre tout ce que j'ai vu là et le tennis? Et en fait, le lien que j'ai fait, ça s'appelle l'apprentissage. Ok. C'est-à-dire que les enfants, ils viennent apprendre à faire de la poterie, ils viennent apprendre à jouer du piano, ils viennent apprendre à jouer au hockey, et puis avec moi, ils viennent apprendre à jouer au tennis. Et donc, je me suis intéressé à l'apprentissage. Euh, J'étais moins dans le descriptif, c'est-à-dire que moi, en formation, on m'avait appris à décrire un coup droit, un revers, etc. J'étais dans le quoi faire, mais j'étais pas dans le comment faire. Donc, comment on fait servir un enfant en moins de 3 secondes? Comment on fait faire un match de tennis à un enfant qui a jamais joué en moins de 10 minutes? Comment on fait, etc. Et donc, ça répondait à toutes ces questions-là. Alors, je me retrouve avec ces 10 idées devant moi. J'ai mélangé tout ça, et puis j'ai créé, mais sur papier,
un concept qui n'avait pas de nom d'ailleurs à l'époque. Je l'appelais pas. Bon, bon, La potion déjà magique. c'était comment? La potion magique Hein? en train de mijoter. Ouais, mais je savais pas ce que j'allais en faire de tout ça. Et c'est une journaliste qui était venue de France 3 à l'époque, ou FR3, je sais pas comment ça s'appelait, qui était venue faire un reportage dans le club, qui m'avait dit, ce que vous faites, c'est ni du mini-tennis, ni du tennis, ça ressemble à c'est une sorte de tennis évolutif. Mhm. Et j'ai dit, bah, c'est très bien, je vais garder le nom, ce tennis évolutif, ça me plaît bien. Et donc, bah, j'avais créé ce concept sur papier, donc je l'avais jamais utilisé forcément. Et il a fallu le présenter au bureau de mon club, à Fontenay-aux-Roses. Ouais. J'avais réuni mon bureau pour leur dire, ben voilà, à partir de la rentrée prochaine, voilà le projet que je vous présente pour les enfants qui ont entre 7 et 10 ans. Voilà comment on va leur apprendre à jouer au tennis. Mais j'ai besoin de votre accord. Euh, mais maintenant, s'il m'avait dit non, je ne sais pas ce que j'aurais fait parce que le système actuel ne me convenait plus. Mm. Euh, donc, euh, ils ont donné leur accord. Ça mettait le club un peu en marge du système parce que ça empêchait, on ne pouvait plus envoyer d'enfants en détection de ligue, on ne pouvait plus organiser de tournois jeunes et on ne pouvait plus engager d'équipes jeunes dans les championnats. Alors, attends, Donc, attends, ça mettait. juste sans forcément faire minute par minute ou mois après mois, essaye de nous faire un petit bon quantique jusqu'à OK, aujourd'hui, voilà, la technologie, pardon, la pédagogie est en place. Il y a eu un chemin incroyable. Elle est presque validée maintenant par la Fédé et obligatoire, je crois, dans la formation. Et voilà, fais-nous un petit saut quantique sans forcément, tu vois, parce que Aller dans le détail. sinon on va Ouais. faire comme Gilles Simon, on va parler jusqu'à 3 heures du mat. Et j'ai pas encore Ah d'enfant ben, à aller chercher, mais c'est tout comme. alors, bah, pour voir les différentes grandes étapes pour arriver jusqu'à aujourd'hui, Ouais, euh, en septembre 91, je mets en place un dispositif expérimental sur ouais, les 7-10 ans qui est validé 3 ans plus tard. ok, En 94, je teste ça avec des adultes débutants, donc c'est validé aussi. En 97, je veux tester ça sur le haut niveau. Alors, ce que j'appelle haut niveau, j'étais parti sur le négatif, à partir de -2, c'est-à-dire que j'étais parti sur du haut niveau de club en France, et ça a été validé en 98. Donc, 98, le mot tennis couleur apparaît. voilà. Et alors, juste de tennis évolutif à tennis couleur, comment ça a jailli, quoi? Tennis couleur, c'est pour deux raisons. À l'époque, je travaillais beaucoup avec Philippe Sauté, qui était directeur chez Nassau. Et Nassau a été la première marque de balles, qui a construit des balles adaptées, les balles oranges qu'on voit maintenant, les balles vertes. Le point de départ, c'est Nassau. Et Nassau, qui Et était le premier sponsor de la National Tennis Cup par ailleurs à ouais, l'époque. Ouais. ouais. Et à l'époque, les autres marques ne voulaient pas faire ces balles-là parce que comme la Fédé n'y croyait pas, ils se disaient on va pas fabriquer une balle qui se vendra pas. Et Hmm. donc Nassau, par Philippe Sauté, que je connaissais bien, qui était un vrai passionné, lui était rentré là-dedans. Il a dit, moi j'y crois. Donc il a créé la balle qui s'appelait au départ la balle mini cool, puis après la balle cool. Donc moi le mot cool me plaisait bien. D'accord? Et donc pour le jeu de mots de couleur, cool c'est la balle cool de Nassau. Et pourquoi couleur? Parce que je faisais un parallèle avec le ski en me disant au ski, les gens, quand ils vont dans un domaine skiable, bah, la famille va avoir un choix de piste de 4 couleurs, vert, Ouais. bleu, rouge, noir. Et en fait, au ski, les gens choisissent leur piste en fonction de leur niveau et non pas de leur âge. Et la fédération, elle est partie sur des choix de format de jeu, non pas en fonction du niveau, mais en fonction de l'âge. Ce qui était pour moi une erreur, qui est en train d'être rectifiée aujourd'hui. Mais bon, ça fait 25 ans. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait ce jeu de mots tennis couleur. L'idée, c'était d'associer un format de jeu à un niveau de jeu, Mhm. et puis le mot cool qui retrace un peu l'esprit du truc. Voilà. Donc 98 est arrivé le mot tennis couleur. En 2000, j'ai validé tous ces travaux-là avec ce BE3 auquel tu faisais allusion tout à l'heure.
Et puis après, bah, j'ai mis ça en place dans différentes structures. J'ai travaillé pour la Ligue de Franche-Comté de tennis, où ils m'ont fait venir pour créer un centre de recherche pédagogique pendant une dizaine d'années. Ensuite, je suis revenu sur Paris, mettre ça en place dans un gros club qui était le tir au pigeon. Ouais, Et puis, depuis 2015, maintenant, je fais de la formation à temps plein parce que j'ai commencé à faire les premières formations tennis couleur, c'était en 97. ouais. Donc, mais je faisais ça en marge du métier que je faisais à côté. Que là, je fais maintenant ça à temps plein depuis 2015. Et Voilà. qu'est-ce qui a fait que de 2004, je crois, à 2015, tu te faisais pas confiance assez, ou il n'y avait pas assez de demandes pour tennis couleur? Qu'est-ce qui fait que tu as attendu 2015 pour te mettre à temps plein là-dessus? Ben parce que j'avais un métier à côté, je faisais autre chose. Tu étais enseignant de tennis à Euh, côté? Entre 99 et 2009, j'étais salarié de la Ligue de Franche-Comté de tennis, où ils avaient créé un centre de recherche pédagogique. Donc je m'occupais de ce centre de recherche pédagogique. Donc je faisais aussi des petites formations à droite à gauche, mais c'était en plus. D'accord. Entre 2009 et 2015, j'étais à temps plein sur un club à Paris où ils étaient venus me chercher pour mettre en place le tennis couleur dans le club, le tir au pigeon. Et donc, j'avais des demandes de formation, mais je faisais ça bah, à côté donc je répondais oui de temps en temps, mais pas systématiquement, mais j'en avais de plus en plus. Ok. Voilà. J'en Alors, avais de plus en plus. Et en 2015, quand j'ai arrêté Paris, je me suis dit, bah, a priori, il y a beaucoup de demandes de formation. Donc bah, maintenant, je vais tester. J'ai voulu tester ça pendant 2 ans pour voir si c'était. Et puis j'en avais de plus en plus. Puis aujourd'hui, bah, tu vois, je remplis déjà 2024 maintenant. Donc j'en ai de plus en plus. Et encore, il y a beaucoup de demandes que je refuse parce que j'ai de la demande sur les pays, l'Amérique du Sud, l'Argentine, des pays comme ça. Mais après, il y a la barrière de la langue, moi, qui fait que je peux pas. Euh, puis je veux pas avoir un interprète à côté de moi qui fait que je m'arrête toutes les 2 phrases, c'est pas possible. Et puis je me dis qu'il y a suffisamment à faire en France déjà. Voilà. Donc j'ai commencé avec France et Belgique. L'année dernière, il y a le Luxembourg qui m'a sollicité. Et puis là, j'ai des contacts avec la Suisse aussi. Enfin bon, là où on parle français en tout cas. c'est beau ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux nous pitcher, nous faire la synthèse, peut-être, nous expliquer dans les grandes lignes, pareil, sans rentrer étape par étape, de ce qu'est cette pédagogie tennis couleur? En fait, c'est un concept. Alors, c'est pas une méthode. J'insiste bien sur le mot concept. C'est un concept d'apprentissage par le jeu Ok. qui s'adresse aussi bien aux enfants et aux adultes et à tous les niveaux. Voilà. Si je veux résumer le tennis couleur, c'est ça. Donc, le but, c'est d'apprendre par le jeu, c'est-à-dire que le point de départ du dispositif, c'est le match. Ok. Et pourquoi le match? Parce que c'est la finalité de notre apprentissage. Quelqu'un qui veut apprendre à jouer du piano, ce qu'il veut, c'est jouer des morceaux de piano. Voilà. Quelqu'un qui veut apprendre à conduire, ce qu'il veut, c'est conduire tout seul dans une voiture et être autonome. Quelqu'un Et qui donc commence là, le c'est le tennis, match. juste quelqu'un qui commence le tennis, ce qu'il veut, c'est pas nécessairement faire de la compétition, hein. Non, mais il vient pour jouer. D'ailleurs, on dit bien jouer au tennis. Oui, Et mais jouer au tennis, il vient pas forcément faire des matchs, c'est ce que je veux dire. non, mais je me suis aperçu quand j'avais passé ce BE3 que les gens, même des adultes qui savent jouer au tennis, à partir du moment où ils savent jouer au tennis, quand ils sont sur un cours, c'est rare que les gens fassent pendant 1 heure des balles. À un moment donné, ils comptent les points, ils se font courir, ils se font des balles courtes, ils se font des vacheries, ils jouent l'apéro, etc. Ça veut dire que bah, faire un match, c'est quoi? C'est à un moment donné être capable de servir, c'est de retourner, c'est de s'intéresser au jeu de tennis qui est la finalité. Voilà, ça ne veut pas forcément dire faire des tournois de tennis, mais c'est arriver au stade ultime qui est faire un match de tennis, c'est-à-dire savoir servir, et je m'aperçois que tous les enfants, quand on fait du tennis à l'école, par exemple, on fait des petits sondages à la fin des séances. La chose, à 80%, ce qu'ils préfèrent, c'est l'endroit où on leur a fait faire des matchs. Et alors, Voilà. Donc, quelle est la différence entre ce que tu vas apporter à un non classé ou tout débutant
et un -30. Qu'est-ce que, tu vois, si ta pédagogie de base, pardon, oui, si, pédagogie, tu dis pas méthode, concept. Si de base, tu dis que c'est destiné aux enfants, tu t'étais concentré sur les 7-10 ans, qu'est-ce que va venir grappiller un gars qui est confirmé et qui fait déjà de la compète? Alors, c'est pour ça que j'ai voulu lancer une recherche sur cette catégorie-là. En fait, ces gens-là, ils s'entraînent, ils font de l'entraînement. Moi, ce que je propose, c'est de l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui est différent de l'entraînement. C'est pas incompatible. On peut faire les deux. Simplement, à travers l'apprentissage, on va toucher du doigt de façon immédiate des choses que le joueur ne sait pas faire. Et donc, on va mettre un zoom, si tu veux, sur ce qu'il ne sait pas faire. Euh, et donc, donc c'est une approche qui va être, qui va être un petit peu différente. Ce, En général, on entraîne, on renforce à l'entraînement ce qu'on sait faire de bien, et donc on le fait un peu mieux. Et là, je vais mettre un zoom. C'est vraiment c'est mettre un zoom sur ce qu'il n'arrive pas à faire, euh, et puis lui permettre par le jeu, par des jeux qui, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du concept, mais par des jeux sur l'œil, qui vont développer sa frappe, des jeux qui vont développer sa créativité. Il va toucher du doigt des choses qu'il ne peut pas faire à l'entraînement. Voilà. Et donc, à partir de là, bah, il découvre, ça peut être des nouvelles sensations, ça va être des nouvelles, une nouvelle vision de son jeu. Et puis, c'est surtout une pédagogie de la réussite où l'idée, c'est qu'il découvre et qu'il réussisse immédiatement. Alors, par contre, ça va nécessiter un effort physique. Ce sont des séances qui sont assez intensives, donc qui ne peuvent pas durer longtemps. Une séance d'apprentissage avec un joueur négatif, c'est une séance qui va durer 10 minutes, 15 minutes, pas plus. Ah ouais. Alors qu'une séance d'entraînement peut durer 2 heures. Mais l'apprentissage, ça va être entrecoupé de séances de match. Donc il va faire une séance d'apprentissage, après il va partir en match. Ça peut être un match qui va durer un super tie-break ou 3 jeux, etc. Et puis après, il peut revenir en apprentissage. Et en fait, c'est les allers-retours entre le match et l'apprentissage qui va cimenter ce qu'il va apprendre. Voilà, c'est pour ça Toi, que le cœur du dispositif, c'est le match. donc toi, Voilà, tu c'est ça. déconstruis le fait que un joueur doive capitaliser sur ses points forts. On entend souvent Rafa, il bosse 80% du temps sur son coup droit, et oui, il a fait évoluer son revers, il a fait évoluer son service, mais il a fait que cimenter aussi son coup fort. Toi, tu vas plus essayer d'améliorer. Non, 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 non. Moi, je vais être pratiquement que sur le coup fort, Ok? mais je vais être sur des choses très précises sur la frappe. C'est-à-dire que je considère qu'on travaille beaucoup sur le geste du coup droit, le geste du revers, alors que les gens, en fait, je me bats pour dire que la technique, le geste ne fait pas partie de la technique. Chacun a son geste. Hmm. L'expérimentation que j'ai fait, moi, qui m'a amené à ce constat-là, c'est de dire que Federer et Nadal ont la même technique. Ils ont juste pas le même style. La technique, c'est ce qui va mesurer l'efficacité d'un joueur. D'accord. Bon, bah, Federer et Nadal, à l'époque où j'ai fait cette expérience, ils étaient tous les deux très efficaces. Mhm. Euh, donc, donc l'idée, c'est pas d'apprendre un geste, c'est de voir qu'est-ce qu'une bonne frappe. Donc, je suis parti sur ces critères-là, une bonne frappe. Alors, un joueur à -2 frappe bien dans la balle, mais je me suis par exemple aperçu qu'un joueur à 4-6 en France, il frappe bien dans la balle entre 2 et 4 fois sur 10, jamais plus, sur des tests qu'on a fait. Mais à côté, il fait de l'à peu près, ça n'empêche pas de jouer. Mais le but, c'est que plus on se rapproche du haut niveau, bah, moins il y a d'à peu près. Hmm. Et donc, un joueur à -15, bah, il a aussi beaucoup d'à peu près. Et donc, on peut mettre un zoom sur ce qu'il n'arrive pas à faire, sur ses coups forts aussi. Et donc, le but du jeu, c'est de lui faire toucher du doigt des choses qui vont lui permettre d'aller un peu plus loin avec ses coups forts. Et Voilà. alors, couleur, où est-ce que ça intervient? Comment ça marche en fait? Ben, les couleurs, c'est parce que j'utilise des balles qu'on utilise sur des formats. J'utilise des balles oranges, j'utilise des balles rouges, j'utilise les ballons.
C'est-à-dire que j'utilise tous les outils d'apprentissage qu'on utilise avec les enfants. Simplement, il y a deux ingrédients qui rentrent en ligne de compte, c'est l'intensité et l'incertitude que j'amène le plus haut possible jusqu'à ce que le joueur, faut trouver le seuil où il peut pas aller plus loin, où il va fissurer, quoi. Et donc, il y a énormément d'incertitude et d'intensité que je peux donner grâce à ces balles-là où je peux emmener le joueur très loin. D'accord. Avec des balles dures, si je faisais la même chose, il serait tout de suite en situation de difficulté et d'échec et il n'y arriverait pas. Ok. Donc, euh, donc voilà. Et cette intensité maximum, après, c'est à lui il vient chercher des repères d'apprentissage qui va retranscrire après sur son terrain de jeu avec les balles dures quand il sera en match, etc. Est-ce Voilà. que tu as un Donc, je lui exemple donne des de repères qui va emmener lui sur son terrain de référence. et t'as un exemple de résultat concret après le fait d'envoyer en match, tu dis c'est des sessions de 10-15 minutes d'apprentissage et ensuite en admettant un super tie-break en 10. Qu'est-ce qui permet en fait le super tie-break d'imprimer les sensations, de mettre tout de suite en application? C'est quoi le but de faire des points dans la foulée? Le but, c'est que en apprentissage, il va avoir pratiquement, l'idée, c'est de se rapprocher du 100% de réussite pour que le joueur puisse s'imprégner de ces bonnes sensations qui lui procurent la réussite. Et alors, quand tu dis réussite, tu vas chercher quoi? Tout à l'heure, tu disais 4 à 6 frappes. C'est quoi? C'est centrer la balle, c'est bien se placer. C'est de la réussite au niveau de la frappe, Ok, toujours, par rapport à sa frappe. Et le but, c'est qu'ensuite, cette réussite-là et ces sensations qu'il va découvrir sur l'apprentissage, il puisse les emmener sur son terrain de match. d'accord. Donc, à force de faire des allers-retours, on réduit la différence entre ce qu'il fait de très bien sur l'espace d'apprentissage et ce qu'il fait de moins bien sur l'espace de match. Et donc, plus il y a d'allers-retours, plus on va réduire cet écart. Parce qu'on psychote quand même beaucoup dès qu'on fait des points, dès qu'on est un peu sous pression. Comment toi, tu arrives à réduire justement cette voilure et à faire que le joueur ne réfléchisse plus tu vois, je prends l'exemple d'un gars qui est à 15 ou à 3-6 ou même à 15-2. Bah voilà, tu as ton vécu depuis X années, tu as tes repères. Toi, tu viens, tu chamboules un peu tout. Comment est-ce que tu fais pour que le mec ne psychote pas et se dise, allez, tennis couleur, c'est sympa, mais c'est bon, j'ai besoin de fun, j'ai besoin de, tu vois, de lâcher prise, quoi. Alors, d'abord, je ne garantis pas que le joueur sera plus fort. Ok, Ça, c'est une première chose. Ça veut dire que quand il vient en apprentissage, les joueurs, il faut savoir que ceux qui viennent en apprentissage, ce sont toujours des volontaires, ouais, des gens qui ont déjà une ouverture. ouais, Euh, Quand j'ai voulu tester ça, je suis allé chercher des joueurs, ils voulaient pas tester. Donc c'est des gens qui déjà au départ ont un niveau d'ouverture et qui sont prêts à aller. Alors maintenant, moi j'ai ma marque de fabrique. Les gens qui viennent me voir, c'est pour faire ça. hmm, Maintenant, l'idée c'est à l'apprentissage de supprimer tout ce qui peut parasiter, ce qui va faire que le joueur ne pense plus qu'à sa frappe. Par d'accord. exemple, on joue, il n'y a pas de filet. Donc, il ne mettra jamais la balle dans le filet puisqu'il n'y a pas de filet. Donc, ce qui fait que il peut complètement se libérer il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de ligne. Les repères, il les retrouvera quand il sera en match. Mais c'est-à-dire que tu joues Là, sur un l'idée, c'est parking ou tu fais comment? comment? Tu joues sur un parking ou tu fais comment? Bah, écoute, j'ai retrouvé un CTR. J'étais à Bordeaux la semaine dernière et le CTR avec que j'ai connu en Franche-Comté se souvenait que j'avais fait des séances avec des joueurs à -15 sur le parking de la Ligue. C'est énorme. J'ai pas besoin d'un cours de tennis moi pour faire des séances. Ok. Il me faut juste un espace et puis voilà. Donc il se souvient lui que j'avais préparé c'était des joueurs du CNUT qui étaient à -4, -15 et qu'on avait fait les séances d'apprentissage sur le parking de la Ligue. Bon, je me souvenais vaguement de ce truc-là, mais j'en ai fait tellement partout des séances que ça m'a pas choqué. Mais c'est pour te dire que l'idée, c'est de casser les repères qu'un joueur a quand il arrive sur un cours de tennis pour qu'il puisse se centrer à 100% sur ses sensations à lui. D'accord. Parce que s'il y a un filet, il va vouloir bien faire, mais il regarde le filet d'abord pour le contourner. Donc s'il regarde le filet, il n'est plus sur lui.
Donc voilà, c'est retirer tous les parasites qui peuvent empêcher de s'imprégner de sa frappe et de sa bonne frappe. Ok. Après, c'est à lui ces sensations-là qu'il va découvrir et qu'il va s'approprier, c'est à lui de les emmener sur son terrain à lui. Hmm. Voilà. Et la Donc c'est un friction, jeu alors, de. la friction après qui intervient quand on fait des points avec la pression, tout ça, comment tu fais pour réduire la voilure au fur et à mesure? Après, je dirais que c'est pour ça que je dis aux joueurs, je ne garantis pas qu'ils joueront mieux. Ouais. Je ne garantis pas, parce qu'un match de tennis, ben, on ne peut pas être à la place du joueur. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Simplement, je l'ai mis en confiance, c'est-à-dire que quand ils sortent d'une séance d'apprentissage, euh, ils ont la sensation de ne plus jamais pouvoir rater. Alors, quand tu emmènes cette sensation-là et que tu pars jouer au tennis, ben, ça te met en confiance. Euh, mais ça ne veut pas dire que que tu ne rateras pas non plus. Mhm. Mais peut-être que tu prends plus de détachement par rapport au fait de rater, etc. Moi, ce qui m'a permis de continuer ces expériences avec les joueurs de haut niveau, c'est qu'à chaque fois, ils ont bien joué derrière. Ok. Alors, maintenant, je ne dis pas que c'est grâce à ça qu'ils ont bien joué, mais en tout cas, ça ne les a pas empêchés de bien jouer. Euh, donc, mais encore une fois, je suis pas entraîneur, j'entraîne personne. Euh, les gens, ils viennent chercher un peu des sensations, ils viennent découvrir des choses qu'ils n'ont jamais découvertes et qu'ils vont essayer de retranscrire quand ils vont jouer. Je m'assimile un peu à un ostéo. Un ostéo, quelqu'un l'ostéo, il va te remettre un peu ta charpente en place, puis après, quand tu repars, mais c'est pas pour ça que tu vas battre des records de vitesse. Hmm. Mais il te remet dans des dispositions où tu peux aller, où tu peux faire des choses que tu pouvais peut-être pas faire avant d'aller le voir. Voilà, donc Et attention, ce concept-là, je reviens à l'origine. Au départ, il est fait pour les enfants qui savent pas jouer au tennis. ouais. Donc, je me suis amusé à essayer de comprendre ce que ça pouvait donner sur des joueurs forts. Mais c'était plus de la recherche et de la curiosité personnelle. Et puis, ça a été une recherche que j'ai menée. Mais au départ, c'est quand même fait pour les enfants des écoles de tennis, leur donner l'envie de jouer et de revenir parce qu'ils s'amusent. Voilà. Donc, Et, et alors, à la frappe, sur les résultats, est-ce que tu peux nous donner des exemples, que ça soit pour les enfants qui découvrent le tennis ou pour des gars, parce que nous, 80% de l'audience sur Tennis Légende qui écoute le podcast, c'est du troisième série, qui a envie d'aller chercher deux classements, qui est à l'affût. Tu vois, tu disais, toi, les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui ont envie d'apprendre. Moi, les gens qui écoutent le podcast, c'est des gens qui ont envie de grappiller des petits conseils. Oui, ils adorent les histoires sur Gilles Servara, sur Gilles Simon et compagnie, mais ce qu'ils veulent à la fin de l'audio, c'est se dire, OK, je peux mettre ça en place dans mon jeu, tu vois. Ou, OK, j'ai éventuellement un outil que je pourrais aller chercher plus loin en suivant une de tes formations ou autre, et qui leur permettront de progresser. Pour nous imager un petit peu les jeunes débutants ou troisième série, seconde série, qu'est-ce que ça leur procure à la frappe de suivre ton concept tennis couleur? alors, quand ils sont en apprentissage, ça leur procure la sensation d'une frappe qui, j'allais dire la frappe parfaite, mais la sensation de ne pas forcer et que la balle repart toute seule. Voilà. D'accord? Donc, euh, donc c'est souvent ce qui ressort. Maintenant, on le fait dans des conditions d'apprentissage. Bon, maintenant, ce qu'il faut arriver à retranscrire, c'est cette même frappe en conditions de match. Ça, c'est autre chose. Le Graal. Comment? Le Graal. Oui, mais là, c'est là que moi, je peux pas garantir que ça marchera parce que je suis pas dans la tête des gens. Je ne sais pas s'ils vont être capables de retranscrire ça. La seule chose qui me disent, c'est quand je retrouve cette même sensation en match, je suis capable maintenant d'avoir des repères pour essayer de la chercher, cette sensation. Maintenant, ça marche pas à tous les coups, mais ils ont des repères, ils la cherchent. Donc le fait qu'ils la cherchent, ben, c'est que déjà ils ont des billes pour essayer de la retrouver. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont la retrouver.
euh, on fait un sport où on dépend de celui qui est en face aussi, hein. Ouais. Donc, euh, c'est pas, donc c'est pour ça que je ne garantis pas que les gens seront plus performants. La performance, c'est un domaine qui est très complexe, qui dépend de plein de choses, de plein de paramètres. Euh, il y a une part de chance, il y a une part il y a- des fois on se lève le matin, on est en pleine forme, puis des fois on se lève, on n'est pas en pleine forme. Il y a des connexions qui se font pas. On peut avoir tous les meilleurs entraîneurs du monde, ça marche. Donc voilà, c'est très compliqué la performance. Donc c'est pour ça que moi je ne garantis pas, je ne vais pas sur le terrain de la performance. Moi je reste sur celui de l'apprentissage. Après le joueur, si ça lui a plu, il revient. Euh, j'ai eu il y a 2 mois un garçon qui est numéro 93 français qui avait entendu parler de ça par ses parents qui sont profs et qui me connaissent. Et puis il était très curieux de découvrir. Donc on a fait une séance d'1 heure et demie. Donc on a alterné des séances d'apprentissage et de match. On a joué pendant 1 heure et demie, presque 2 heures. Il a adoré. Il a Ouais. adoré ça, à tel point qu'il m'a dit, moi, je vais en parler à la personne qui m'entraîne. Et il m'a dit, dès que tu repasses sur Paris, on refait des séances. Donc, c'est quelque chose qu'il a aimé. Maintenant, alors je sais qu'il joue des tournois ATP, il joue un peu sur le circuit. Je ne garantis pas qu'il jouera bien sur le circuit. Maintenant, je ne connais pas de méthode qui garantisse de bien jouer, hein. Euh, Oh, quand même, la répétition, les gammes, c'est un peu basico-basique, mais mine de rien, ça permet d'avoir des repères et plus ou moins bien jouer, quoi, tu vois. Ouais, enfin, t'as des tas de gens qui, toute leur vie, vont faire des gammes et de la répétition et qui gagneront pas de match. Faut rester prudent. On parle toujours de ceux qui réussissent. Euh, c'est plus facile de donner l'envie à des enfants de continuer à jouer au tennis et de progresser que de faire accéder quelqu'un à un niveau de performance. Hmm. Euh, Maintenant, si un coach de haut niveau prenait 6 enfants qui passent à côté de la balle, s'ils étaient capables de les amener tous les 6 à haut niveau, là, je parlerais de méthode. Mais en général, bah, ces gens-là, ils s'occupent déjà de gens qui jouent déjà très bien au tennis. Donc, on prend un peu moins de risques. Alors, Euh, pour nous aider à nous projeter un petit peu sur la frappe dont tu parles, je crois que tu as mis en place 5 secrets d'apprentissage pour une frappe de qualité, a priori. C'est bien ouais. ça? Et En fait, c'est des paramètres que j'avais identifiés ouais. euh, sur un travail de recherche. Et puis ces paramètres-là, en fait, c'est une petite fille dans une école de tennis qui comprenait pas le mot paramètre, et elle avait raison. Et elle m'avait dit, ah bah, en fait, c'était secret. Bah, je lui ai dit, bah, t'as raison, Donc j'ai transformé ça, c'est devenu les 5 secrets de la frappe. Est-ce que tu peux nous en partager deux éventuellement et les trois autres, on les gardera peut-être sur un bonus qu'on pourra mettre à disposition des Bah, auditeurs les plus motivés? je vais surtout insister sur le premier, qui est la porte d'entrée de l'échange pour le débutant. Ouais. Et la plupart des joueurs que j'ai eu je parle de joueurs de compétition que j'ai eu, n'avaient déjà pas le premier. Le premier, c'est frapper la balle devant. Plan de frappe devant, quoi. Euh, Comment? Plan de frappe devant. Oui, c'est arriver à frapper la balle devant, puisque en fait, la frappe, c'est une poussée. On repousse la balle vers l'adversaire ou vers le partenaire. Et la poussée, c'est de la biomécanique. C'est quand tu pousses une voiture, la voiture, elle est devant toi et toi, tu es derrière. Donc, l'objet à pousser est devant et voilà. Alors, ça paraît évident parce que, par exemple, le joueur qui vient avec moi qui fait le module compétition avec moi, qui illustre tout ce que je fais, c'est un joueur qui a été pendant 2 ans sur le circuit ATP, qui a eu un parcours. Il a fait Pôle Espoir, Pôle France, l'INSEP. Il a fait partie des 7-8 meilleurs joueurs de France. C'est la génération Mahut, Beneteau, Paul-Henri Mathieu, etc. Il s'appelle Arnaud Lecloérec. Et donc, quand on s'est connu, il avait entendu parler du tennis couleur. Et donc, je suis arrivé dans le club où il était joueur. Et lui, il voulait arrêter de jouer au tennis. Il descendait à -2. Et je lui ai dit, bah, écoute, plutôt que de t'expliquer ce que c'est, on va aller sur le terrain et je vais te faire une séance d'apprentissage comme ça, tu vas te rendre compte.
Et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas le secret numéro un. Ça veut dire qu'il ne frappait jamais la balle devant. Ok. Et il m'a dit, mais pendant toute ma carrière, j'ai frappé la balle derrière. Et alors, Alors, ça ne l'a pas empêché de bien jouer au tennis. Ça n'empêche pas de jouer. Mais ça l'a peut-être empêché d'aller un peu plus loin. Et donc, bah, on a fait des séances. Et puis, bah, après, toujours pareil, on est devenus amis. C'est toujours des aventures humaines hein, que je partage. Et puis, bah, ça lui a donné envie de jouer au tennis. Alors, il ne s'entraînait plus parce qu'il a tiré un trait là-dessus, mais il a refait plein de tournois et puis en s'entraînant physiquement, il est remonté à moins 15. Donc, il est passé de -2 à -15, alors que c'était plus du tout son chemin. Par contre, maintenant, il fait des formations avec moi et, et lui, il dit dans les formations, il aurait aimé découvrir ça quand il était en formation, quand il était jeune joueur. Mais c'est pareil, je lui dis, c'est pas sûr que tu aurais mieux joué au tennis. hmm. Donc, je reste prudent sur le côté performance toujours. Et Ça, alors, c'est important. juste un petit tips, une astuce, un conseil pour avoir ce plan de frappe devant. Comment tu conseilles de mettre en application pour les joueurs qui nous écoutent? Bah, c'est déjà d'arrêter de jouer avec des balles dures. Alors ça, Euh, c'est possible un temps, mais peut-être pour faire un exercice, oui, admettons. alors, oui, mais le but, c'est pas de faire un exercice avec, c'est de faire un jeu. Parce que une fois qu'on est dans le jeu, euh, quand on est dans le jeu, on s'investit dans le jeu pour essayer d'arriver au terme du jeu. Ouais. Faire un exercice, c'est quelque chose de superficiel qui s'éloigne du jeu. Oui, mais Plus on est quand- capable, plus on est capable de faire ça sur une situation proche du jeu définitif, bah, plus l'apprentissage va prendre. mais quand tu dis Euh, arrêter de jouer avec des balles dures, c'est voilà, c'est pas bah, définitif. parce que la On peut balle pas, dure va trop vite. oui, mais on peut pas arrêter définitivement de jouer avec des balles dures. C'est la consigne, c'est se fournir des balles, on va dire intermédiaires ou molles. Je sais pas ce que tu conseilles, Oui. mais ben voilà, quand tu vas en match, tu vas pas dire au juge arbitre, non non, moi maintenant je joue avec des balles molles. C'est fini, c'est Non, une histoire ancienne. non, mais comme tu me demandes un truc, le truc, ça Ouais, va pas être le match, ça va être l'astuce, ça va être la situation d'apprentissage. ouais, Euh, S'il joue avec des balles dures, allez, je vais dire un 4-6 va frapper sur 1 heure, il va frapper 30% du temps devant. ouais, Ça veut dire qu'à la fin de l'heure, il a appris à frapper ailleurs que devant 70% du temps. ouais, Donc il a renforcé, en fait, ce qu'il faisait pas très bien, il l'a renforcé, il le fera encore plus mal. ouais, Donc, tu vois, c'est comme si toi, tu fais un panier au service, tu touches la cible au 15e essai, tu vas dire super, j'ai réussi. En fait, tu as réussi 1 fois sur 15. Donc, tu as surtout appris à rater 14 fois sur 15. et donc, la balle molle, tu la conseilles sur combien de temps, à quelle fréquence? D'ailleurs, toute molle ou intermédiaire? Ouais, ça va être la. Ben, ils peuvent jouer avec des balles rouges ou balles oranges. La D'accord? balle intermédiaire va aussi aller trop vite. Donc, ça va être la balle rouge ou la balle orange sur des petites distances avec une raquette plus courte pour que plus la main se rapproche de la frappe, plus le joueur va avoir la sensation de frapper devant et de la ressentir. Ouais, Donc, tout ça, c'est des situations d'apprentissage qu'on peut mettre en place. Quand les gens jouent dans les carrés de service, par exemple, ben, au lieu de prendre une balle dure, vaut mieux qu'ils prennent une balle rouge. d'accord. En jouant avec une balle rouge, ils vont, de par la balle, avoir cette sensation de frapper devant plus souvent que s'ils jouent avec une balle dure où ils vont frapper la balle trop souvent. La balle va aller trop vite pour eux. Ok. Donc, ils vont jouer un peu en reculant, etc. Donc, déjà, rien que le fait de changer la balle, ça va déjà améliorer le fait de pouvoir la prendre plus souvent devant. Ok. Et de la même manière, sur le panier de service que tu viens de citer, si on touche la cible qu'une fois sur 15, qu'est-ce que tu conseilles du coup pour monter en qualité? Ben, déjà, quand on aborde le service sur l'apprentissage, c'est toujours, toujours qu'il y ait un retourneur en face. Parce que la difficulté de servir, c'est pas de servir, c'est de savoir que la balle, elle est rattrapée par quelqu'un d'autre qui est en face. Ok. C'est-à-dire que
si on fait un panier de service sans mettre quelqu'un en face, on s'éloigne déjà de l'activité réelle du service. Le Ok. service, il y a toujours, dans les situations d'apprentissage, il y a toujours le serveur, mais il y a un retourneur. Pour que le serveur, il ait un repère qui sera le même que celui qui va retrouver en match. Hmm. Moi, c'est vrai que quand je suis en match, parfois mentalement, c'est dur de me dire, c'est dur de jouer le deuxième coup de raquette, tout simplement. Et donc, Ah oui. avant de servir, je me dis, sois prêt. Tu vois, c'est un repère mental. Je me dis, ok, tu sers là, mais sois prêt à recevoir la balle à 10 centimètres de la ligne, à faire l'effort physiquement de te dégager, d'être compact, d'être gainé, et tout ce qui s'ensuit. Et de me le dire mentalement, ça me fait du bien. Maintenant, on n'a pas tous la chance d'avoir un sparring à dispo, donc ça peut être bien de faire du panier, même solo. Enfin, c'est quand même la porte d'entrée pour mieux servir, être plus, tu vois, régulier, précis, tout ça, quoi. Hmm. Après, c'est compliqué. À la limite, il vaudrait mieux servir contre un mur Ok. parce que tu aurais à la fois le serveur et le retourneur. Hmm. Ce qu'il y a, c'est que t'as pas la zone contre le mur. Oui, tu peux faire le geste, tu peux avoir du rythme, mais T'as pas la zone. tu Bon, vois t'as plus pas ça la va, quoi. zone. Ouais, Mais si tu vas au mur, tu vas réduire tu vas couper en deux le temps de trajectoire. Donc tu vas introduire la notion d'incertitude et d'intensité. ouais. Maintenant, tu peux jouer au mur aussi avec des balles rouges et des balles oranges pour réduire la vitesse, pour derrière te donner le temps de jouer ce fameux deuxième coup dont tu parles. Euh, tu vois, donc, Est-ce que du coup, je rebondis, t'es un compétiteur dans l'âme ou un joueur dans l'âme d'avoir autant axé ta pédagogie autour des points, autour de l'incertitude, des matchs, de la mise en situation? en fait, j'ai découvert, je reviens sur toutes ces activités là d'apprentissage, Ouais, j'ai découvert que pour que l'apprentissage se mette en place, il faut se rapprocher le plus possible de la finalité, la forme finale de l'apprentissage. y est. Ben, nous, au tennis, la forme finale de l'apprentissage, c'est Roland-Garros, c'est Wimbledon, c'est un match de tennis. Ouais, C'est ce qu'on voit à la télé, c'est la forme finale. On ne peut ouais, pas aller plus loin que ça. ouais, Euh, un pianiste, ça va être jouer un morceau de piano, etc. Ça ne veut pas dire qu'il va. Et quand je dis la forme finale, c'est le match, ça ne veut pas dire faire des tournois de tennis. Euh, le pianiste, il peut jouer du piano en étant tout seul dans sa chambre. ouais. C'est pas pour ça qu'il va faire des concerts. Mais il faut se rapprocher de la forme finale de l'activité. Euh, apprendre à parler anglais, c'est la forme finale, c'est aller en Angleterre et parler anglais à tout le monde. Et choper une C'est pas pour anglaise. ça qu'on est obligé d'aller en Angleterre pour parler anglais. Non, la forme finale pour l'anglais, c'est choper une anglaise. Le guitariste, c'est jouer de la guitare devant Notre-Dame avec une gonzesse. Eh ben, ça peut être ça. Tu me dis si je suis dans l'erreur, là. Non, non, ça peut être ça. Mais l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de la forme finale de l'activité. Ok, Et nous, la forme finale, c'est de faire un match de tennis. d'accord. Ok. Oui, donc ça part de ton analyse à toi. Et alors, pour raccrocher les wagons aussi sur le fait que depuis 2015, tu es à temps plein sur tes formations, est-ce que c'est parce que c'est une évolution des mentalités? Est-ce que ça va de concert avec l'évolution de ta notoriété aussi? Comment tu juges que le marché aujourd'hui soit prêt par rapport à antérieurement à 2015 où finalement tu pouvais pas encore en vivre? Alors, c'est plein de choses. Il y a une dimension politique aussi. Le fait que aujourd'hui, le président de la fédération, c'est Gilles Moreton, c'est quelqu'un qui, par exemple, est venu suivre ma formation. Ok. Il est venu la suivre, il en avait entendu parler et lui, ça lui a parlé. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire des trucs avec lui dans sa ligue avant qu'il soit président de la fédération. Et il a vu ce que ça donnait sur le terrain. Donc, lui, il est parfaitement au courant de ce que je fais. Il a vu le résultat surtout. Donc, ça lui a parlé. Les clubs qui ont mis en place du tennis couleur en France, il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont des listes d'attente. On ne rentre plus dans leur club parce qu'ils ont trop de monde. Hmm. Euh, mais on va dans leur club parce qu'ils font ça. Ça veut dire que
ça veut dire qu'à un moment donné, ces gens-là, ils se sont appropriés le concept et puis bah, ils ont des résultats puisqu'ils remplissent leur club et qu'ils ferment et que souvent ils ferment la porte à clé. Donc, 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 donc je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Et là, c'est pas des clubs où moi je suis allé, c'est des clubs qui fonctionnent avec un prof. C'est pas moi le prof. Donc aujourd'hui, le succès, c'est que ça marche avec d'autres personnes qu'avec moi. C'est ça, ça c'est important. Maintenant, c'est aussi, on est dans l'ère du temps où les profs euh, bah, sont peut-être un peu moins, s'interrogent un peu plus sur toute la période d'initiation, le mini-tennis, toutes ces choses-là qu'ils ont délaissé peut-être à un moment donné parce que l'entraînement, ben, il y a des résultats, ça fait un peu plus briller les profs. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils s'intéressent de plus en plus aux écoles de tennis parce que c'est quand même leur gagne-pain. Un prof de tennis vit quand même plus facilement avec les gens qui savent pas jouer qu'avec les gens qui savent jouer. Mais comme ils se sont peut-être pas intéressés à ce moment-là ou que la pédagogie que proposait la fédération ne correspondait peut-être pas non plus à ce qui marchait, bah, du coup, bah, ils s'y intéressent. C'est un peu plus, maintenant, c'est un peu plus connu aussi. Et puis, bah, c'est vrai que j'ai de plus en plus de gens qui m'appellent, qui me demandent, bah, ils ont vu ce que je faisais, je publie sur Facebook. Il y a mes bouquins qui font il y a plein de gens qui ont lu les bouquins, mais qui ont envie de vivre ça en direct aussi. Enfin, tu vois, c'est une conjonction de plein de choses. Ouais. Mais je pense qu'on est à une époque où les gens, ouais, ça, se rendent compte que la branche loisir, qu'on appelle loisir dans les clubs, les écoles de tennis adultes qui fleurissent de partout, bah, les gens ont envie de se faire plaisir. Et donc, les profs cherchent des solutions et ils les trouvent peut-être à travers ces formations-là. Voilà, donc T'as écrit une dizaine de livres, hein, c'est bien ça? j'en ai écrit 11. Et puis là, il y en a un 12e qui est en préparation, qui va sortir. Bah, c'est un scoop parce que personne ne le sait. Donc voilà. Oh là, T'as- là, je suis vraiment dans la confidence. Là, j'ai de la chance, là. J'espère d'ailleurs que j'aurai euh, la chance, que peut-être tu peux me le faire envoyer, qu'on fasse un épisode pour en faire la promotion, si tu veux. Eh ben voilà. Donc, a priori, il sortira en juin ou septembre. Ça va dépendre de. Voilà. Ok. Mais voilà. Donc, 11 livres, Mais 12e en... Mais comment? comment tu fais? En fait, tous les ans, tu écris un livre pour en avoir sorti 11. C'est Non, quoi pas tous ton... les ans, ouais, tous les 2 ans. Ben, à chaque fois, je dis c'est le dernier. Donc, donc j'arrête de le dire parce que on me chambre maintenant parce que donc je dis c'est le dernier avant le suivant. Mais non, je pense que là, ce sera vraiment le dernier. Mais bah, écoute, tant que j'ai des choses à dire, bah, et à partager avec des enseignants, puis c'est des choses de terrain. Donc voilà. Et c'est quoi? C'est que ta pédagogie, elle évolue, que un jour, Bah, d'abord, ça t'as- évolue parce que comme j'étais dans la recherche, bah, à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau qui fonctionne et que c'est validé par la recherche, je, ça vient enrichir ce qui existait déjà. Et puis, bah, si tu veux, le tennis couleur, quand je faisais des formations en 97 et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Euh, alors, les gros piliers que j'avais identifiés sont toujours là, mais par exemple, ce module de base, quand je présente le tennis couleur, j'ai des gens qui ont fait ce module-là 7, 8, 10 fois et qui reviennent parce qu'à chaque fois, ils me disent, à chaque fois, c'est différent. Euh, Parce que, bah, oui, comme tu dis, ça évolue, ou je rajoute des trucs que je mettais pas. Ouais, Euh, voilà, ok, puis je suis pas très routine, moi, en fait. super. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de table. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée sur Tennis Couleur qui mériterait d'être éclaircie, un truc dont on n'a pas parlé? Non, c'est juste de dire que, bah, que ça a été compliqué, peut-être la question de la fédération, que ça a été compliqué pendant une très longue période. J'étais même blacklisté à la fédération, hein, donc ça allait loin. Ouais, Euh, et que depuis que c'est Gilles Moreton, bah, c'est forcément plus facile. D'abord parce qu'il connaît, il sait ce que je fais, et puis l'école de tennis en elle-même, c'est devenu un vrai sujet à la fédération.
l'école de tennis a été ignorée pendant 25 ans à la fédération. Ouais, Donc maintenant que que c'est devenu un vrai sujet, bah, ils ont mis ça sur le tapis. Ils ont embauché quelqu'un d'ailleurs qui est à temps plein, qui est sur les écoles de tennis. Et puis, bah, j'ai signé une collaboration avec la fédération et le tennis couleur. Donc le tennis couleur entre dans le contenu de l'apprentissage à la fédération. c'est Donc c'est quand même incroyable. une grosse avancée. Ah Belle, oui, c'est une grosse. belle revanche sur la vie et sur la Ouais, enfin, fédé. non, je prends pas ça comme une revanche parce que c'est pas les mêmes personnes qui sont à la tête Oui, des institutions, mais c'est ouais, c'est une reconnaissance du ouais, travail qui a été fait. Et puis, bah, il y a 2 ans, ils ont organisé un colloque des enseignants à Roland-Garros. Et puis, bah, j'ai fait une séance tennis couleur avec des enfants sur le central. Donc, waouh, c'est vrai que me incroyable. retrouver sur le cours central à Roland-Garros à faire une séance tennis couleur, si on m'avait raconté ça il y a quelques années, Alors, je me il y a serais une dit, question, il y a une question que je tente. C'est que j'ai fait un petit peu de contenu avec Ronan Lafay de Soyez Pro, qui, bah, un petit peu comme ton parcours, comme ton profil, si tu veux, est parti avec son bâton de pèlerin et ouais, a implanté sa pédagogie. Euh, il est lui aussi pas forcément vu d'un bon œil au départ, en tout cas par la Fédé. Toi, tu as cheminé différemment à ce niveau-là. Comment est-ce que tu vois juste son approche? Est-ce que tu peux nous en dire un mot ou pas? Est-ce que tu as un avis sur la question? Parce l'approche que, de pa- Roland, parce que vous avez, ouais, mais d'un point de vue, pas parcours. entrepreneurial, mais parcours, tu vois, humainement, c'est quand même dur ce que vous avez vécu. Vous êtes passé par des phases où, quand tu sais que la mec du tennis, à savoir la Fédé, te blacklist pour aujourd'hui t'accepter, lui, aujourd'hui, il est encore clairement pas du tout toléré à la Fédé. Comment est-ce que tu vois son approche, sa manière de se développer, sa pédagogie, est-ce que tu la connais, ou vos parcours humains, quoi, tu vois, plus globalement? Comment est-ce que tu vois tout ça? Alors, alors déjà, je connais très bien Ronan parce que au départ, il est de la région parisienne et on s'est connus à l'époque où je crois qu'il préparait le BE. Ouais, Euh, Après, on s'est perdu de vue, puis on s'est retrouvé au Cap d'Agde. On s'est retrouvé au Cap d'Agde. Il venait faire une démonstration avec Stéphane Robert, ok, et qui était le joueur avec qui il a eu une belle aventure. ouais. Et puis, bah, on s'est retrouvés, on a raconté un peu nos parcours de vie. Lui, de son côté, avec Stéphane, je trouve qu'il a eu une belle aventure. Enfin, en tout cas, il y a cru. Et puis, moi, je respecte toujours les gens qui ont eu une aventure qui a fonctionné. Ouais. Euh, Pour info, alors donc déjà, juste pour rappel, Ronan est passé sur le podcast aussi, Stéphane Robert aussi, et il l'a pris, je crois, -2, Steph, et il l'a emmené 50e mondial. Voilà, pour les gens qui n'ont pas écouté, qui ont besoin d'un peu de contexte. Voilà. ouais, ouais. Ouais, ils ont vécu une aventure qui est fabuleuse parce que, alors même si Stéphane savait déjà jouer au tennis, mais tous les -2 montent pas, ne deviennent pas 50e mondial. Et donc, donc, je dirais que Ronan, il a façonné un peu son métier et puis sa marque de fabrique à travers ce parcours-là. Et puis, il s'est beaucoup formé à côté alors lui, il est plus sur la dimension mentale, mais il s'est beaucoup formé à côté. Il est sophrologue, mais je compare à je reviens avec Gilles Servara, c'est des gens qui sont très ouverts, en fait. Ouais. Euh, c'est plus la Fédé qui s'est fermée sur eux. Mm. Mais eux, au départ, sont des gens très ouverts. Il s'est dit, si ça marche pas avec le système traditionnel, ben, ça va peut-être marcher sur une voie parallèle. Et puis, il a tenté l'aventure et puis il a réussi. Euh, donc, moi, je trouve que ces gens-là, ils ont forcément des choses à raconter. Euh, Quelque part, Gilles Simon, on parlait de lui tout à l'heure. Moi, il me racontait que toute sa vie, quand il était jeune, il entendait dire qu'il serait jamais fort au tennis. Mm. Euh, je crois que quand il y avait le fameux championnat de France junior, cadet, minime, je crois qu'il passait jamais un tour dans ces trucs-là. Euh, donc, il y a un moment donné, c'est pour ça que je dis que la performance, c'est un domaine qui est très complexe. Ouais. Parce que je dirais qu'il n'y a pas une voie, mais il y a plein de voies.
Ce qu'il faut, c'est croiser des bonnes personnes avec qui on a envie de suivre un chemin qui n'était pas forcément prévu au départ. Donc, le chemin n'est pas tracé. Hier, la Fédé, elle trace un parcours, mais on peut très bien suivre ce parcours et ne pas y arriver, déjà. Ouais. Et puis, suivre d'autres parcours et y arriver. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont passionnés, on devrait les écouter un peu plus parce que s'ils sont passionnés, c'est qu'ils se passionnent pour plein de choses et donc ils vont eux, ouvrir des portes qu'on n'ouvrirait pas si on restait sur un chemin unique. Et donc, bah, ces portes-là qu'on va ouvrir, bah, Ronan, il les a ouvertes. Euh, et puis, bah, il a puisé des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Et puis, il s'est créé son histoire. Ça a marché avec Stéphane Robert. Ça ne veut pas dire que ça marchera avec tout le monde. Attention, c'est pour ça que c'est pas une méthode non plus, mais c'est des choses qui ont fonctionné. Donc, Hmm. on peut en tout cas s'en inspirer. Le tennis couleur, c'est pas un truc qui garantit que les gens vont devenir forts au tennis, mais ça n'a pas empêché certains joueurs de gagner plein de matchs et puis de voilà. Mais encore une fois, faut aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs Ouais. et pas rester dans son tunnel, parce que sinon, on loupe plein d'occasions et plein d'opportunités, à mon avis. Ayons Voilà. les ouïes ouvertes et les chakras ouverts. Bon, Mais merci. après, le danger de tous ces trucs-là, c'est quand on est sur un parcours parallèle, Ouais. c'est de se dire ce que j'ai réussi, ça devient une méthode et ça marchera avec tout le monde. Il Là, faut pas c'est tomber là-dedans non plus. là, tu deviens un gourou et tu montes une secte. Là, c'est différent. Là. Voilà. Et là, tu deviens un gourou et ça marche. Et là, c'est pas bon. Donc, Ouais. mais je pense qu'à partir du moment où on est ouvert, tout peut être intéressant. Voilà, Génial. c'est Ben, un peu ça merci. le but. Merci beaucoup, Olivier, pour ta présentation, pour la présentation de ta pédagogie, de ton concept. Pour terminer, j'ai deux, trois questions de fin. Est-ce qu'il y a un livre que, que tu recommanderais aux auditeurs, en particulier, alors pas forcément de ta création, mais un livre qui t'a inspiré dans ta vie, que tu as l'habitude d'offrir, peut-être, un livre que tu recommandes? Les lois de, euh, attends, je confonds toujours. Le livre est de Céline Alvarez, Ouais, les lois naturelles de l'enfant. ok. Et en deux phrases, pourquoi tu le recommandes? Parce que ce livre-là, je le recommande à toute personne qui a un lien avec des enfants, aussi bien des parents que des éducateurs, que des enseignants, que toute personne qui a un lien avec les enfants. C'est un livre que je recommande mille fois. Et si les gens ont aimé celui-là, il faut qu'ils aillent sur le suivant, ce qui s'appelle Une année pour tout changer. Waouh. Eh ben voilà, de la matière, je suis pas encore papa, mais je m'en souviendrai quand ça deviendra. Un film que t'aimes particulièrement, un seul. Un quoi, hein? Un film. Ah, un film, pardon. Euh, Les aventures de Rabbi Jacob. Ok. Un classique. Le concert le plus fou auquel tu as assisté dans ta vie. Bon, j'ai pas eu de concert très fou. Je suis allé... Les concerts que j'ai faits étaient assez calmes. Euh, non, j'ai pas eu Celui qui t'a le plus le, marqué alors. le plus marqué. Bah écoute, tous ceux que j'ai vus m'ont beaucoup plu. J'y suis pas allé plein de fois, mais j'ai vu, je sais pas, c'est alors peut-être c'est pas un concert, c'est un spectacle. Ouais, Le plus étonnant, c'était j'ai eu la chance de voir Coluche sur scène au moment où il était encore candidat à l'élection présidentielle. incroyable. Il est arrivé tout Historique. nu sur scène avec une plume dans les fesses. Exceptionnel. Et je le connaissais pas bien, mais un tout petit peu. C'est que quand j'habitais à Paris avec mes parents, c'était notre voisin. Donc, T'étais dans le 13e? Il habitait dans le 13e, non? C'est pas ça? ouais, rue Gazan, il était en face du parc Montsouris, et puis nous aussi. Donc, je le voyais, il allait chercher son pain. Et c'était dans quelle Et salle? c'était au théâtre du gymnase. Oh, putain, à poil devant 3000 personnes, c'est costaud quand même. Et il était là, à ce moment-là, il était encore candidat à l'élection présidentielle. Et je me souviens plus comment ben, il avait dit, en arrivant sur scène, il avait dit, ceux qui connaissent mes disques et qui sont choqués, ben, partez maintenant parce que ce que vous allez entendre ce soir, c'est rien à côté de ce que vous connaissez. C'est fou.
Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien particulièrement? Une citation que j'aime bien. Oui, c'est parce qu'on me dit toujours que j'invente des trucs et que je fais toujours des choses nouvelles. Alors je dis toujours que c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux, mais si on veut faire mieux, il faut forcément que ce soit nouveau. Ok, Sinon, intéressant. c'est le début de la routine. Est-ce qu'il y a un plat que tu pourrais manger jusqu'à la fin de tes jours? Un plat. Qu'est-ce que j'aime manger? Je sais pas. Un plat. Qu'est-ce que j'aime? Jusqu'à la fin de tes jours, attention, hein, Ouais. Comme j'aime pas la routine, ça va être compliqué de me faire manger un plat tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Euh, J'aime bien changer. Euh, J'aime bien la cuisine indienne. J'adore la cuisine indienne et j'aime bien tout ce qui est mélange sucré-salé. ok, Voilà. intéressant. Quelle est l'expérience la plus incroyable que tu aies vécue? Hormis, je sais pas si tu as des enfants, mais en dehors de la naissance de tes enfants, parce que, voilà, un truc qui sort de ça, quoi. L'expérience la plus folle de ta vie. La plus folle de ma vie, l'expérience. Alors là, c'est une anecdote que je vais ramener au tennis couleur parce que celle-là, je la raconte à chaque fois que je fais des formations. C'est euh, le joueur qui m'avait servi d'expérimentation, qui était à l'époque à 0 ou à -2. Quand je l'ai croisé le matin pour se dire bonjour, il m'a dit, ah, j'ai trouvé un truc pour le passing, tu te mets en haut de l'arbre, tu m'envoies les balles depuis l'arbre, et puis derrière, il y a le passing. Donc je me suis retrouvé en haut d'un arbre, il m'a envoyé les balles, et puis la situation d'apprentissage a commencé comme ça. Il était sur le cours et moi j'étais dans l'arbre. Voilà, c'est un truc un peu fou. Bon, enfin bon, des trucs un peu fous, j'en ai eu sur Et le ça a tennis. servi en vrai ou c'était totalement Alors, je me ubuesque? souviens plus du tout, mais je me souviens de ça parce que il y avait deux personnes qui me faisaient signe, qui étaient dans l'allée, qui avaient refusé d'essayer le tennis couleur en me disant ça va être bizarre et qui se marraient et qui devaient se dire on a bien fait de lui dire non parce que c'est vraiment bizarre Donc, je Le ne me tort, souviens pas de ce que ça a donné à l'arrivée. le tort, on savait qu'il était perché, mais à ce point-là. Voilà, c'était un peu ça. Ok, top. Bon, bah merci beaucoup. Aux dernières questions, s'il y avait une personne que tu devais écouter sur. Alors, je pense pas que tu aies écouté beaucoup de podcasts Tennis Légende, peut-être je me trompe, mais quelque chose me dit que tu n'en as pas forcément écouté. Mais s'il y a une personne du milieu du tennis qui aurait des choses intéressantes à raconter et que tu me recommanderais d'avoir au micro, ça serait qui? Euh, Quelqu'un qui a des choses intéressantes, mais il y en a plein qui font des choses intéressantes. Eh ben là, tu as une Je seule, croise, donc tu as une seule carte à jouer là. ouais, c'est compliqué. Je croise tellement de gens. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui parle du haut niveau Ouais, ou pas forcément. quelqu'un d'un peu connu, qui a quand même une petite notoriété. Ah, qui a une notoriété. Euh, Gilles eh ben, Servara, je on l'ai parle de déjà qui? eu. Gilles, je l'ai déjà eu. Simon, Steph Robert, j'ai déjà eu. Tout ça, c'est fait. Eh ben, Gilles Moreton. Ah, Gilles Moreton. Ouais, pas encore eu. Très bien. Eh Voilà. ben, je te laisse lui en toucher un petit mot et quand je le croise, je lui dis, dis donc, il y a Olivier qui a eu une bonne idée. On fait comme ça. Bon, bah, trop bien. Merci, Voilà. merci Olivier pour ton Merci à temps. toi. Merci et puis bravo pour ce que tu fais parce que en fait, j'arrête pas de dire que le tennis marche bien, ce qui est vrai, mais tant qu'il y a des gens qui s'intéresseront au tennis comme toi tu le fais ou d'autres, ben c'est qu'on parlera du tennis, ce sera une bonne chose pour notre sport. C'est bon, ça. Donc Trop merci bien. à toi. Ah, ben, génial. Allez, à très vite, Olivier. Ciao, ciao. Merci Max. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Olivier. Mettez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et un like, puisque ça nous aide énormément. Un autre truc hyper important, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify, peu importe où vous écoutez. C'est un tout petit clic de votre côté, mais ça nous aide comme jamais pour vivre de notre contenu par la suite. Alors, par avance, un grand merci. Et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien. Abonnez-vous donc, vous l'avez compris, mais pensez aussi aux bouches à oreille. Envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de le découvrir. Et si vous avez des idées, envoyez-moi un mail à max@tennislegende.fr ou on peut se suivre sur LinkedIn, Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Je réponds à tout le monde, même sur Insta éventuellement, Max Zamora, TL à la fin. Et si vous voulez plus de podcasts, sachez que j'en ai créé un autre avec une pote qui s'appelle Alexia. Le podcast s'appelle Coup de cœur, on reçoit des gens qui viennent nous raconter des histoires d'amour. J'adore les histoires humaines, les rencontres et apprendre à travers tout ça. Et c'est aussi sur Spotify ou Apple Podcasts.
foncez mettre 5 étoiles et écoutez donc un autre podcast dans un autre registre. J'espère que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir sur et en dehors du cours. Prenez soin de vous et à très vite.